Salut à tous et bienvenue sur Conscience. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez spécifique. Ce sujet porte sur la manipulation et plus particulièrement la manipulation religieuse. La manipulation est une forme d'influence indirecte et trompeuse visant à contrôler en orientant les pensées, les émotions ou les comportements d'une personne à son insu. Contrairement à la persuasion, qui est ouverte et argumentée, la manipulation utilise des techniques cachées, donc mensongères, de culpabilité, de chantage affectif, de distorsion des faits ou exploitation des faiblesses psychologiques. Le but de manipulation est souvent égoïste, donc on le fait pour dominer, pour profiter, pour exploiter, privant ainsi la victime de son libre arbitre. La manipulation peut prendre différentes formes et utilise divers canaux de diffusion. L'un des plus efficaces, d'ailleurs, est l'exploitation de la croyance. La croyance est un outil redoutable pour amener les individus dans un état de suggestion. Elle influe directement sur la perception, l'émotion et le corps. En apportant des réponses claires à des questions complexes, elle diminue l'incertitude et va apaiser l'anxiété. De plus, elle favorise un sentiment d'appartenance à un groupe, ce qui va renforcer l'adhésion par la conformité sociale. Ce que l'individu fait, c'est qu'il vous rassure avec des paroles que vous souhaitez entendre et une fois votre vigilance abaissée, il va insérer son propre message. La suggestion est une forme subtile d'influence psychologique qui implante une idée ou un comportement en contournant l'esprit critique. Elle repose sur des émotions, des biais cognitifs ou des pressions sociales plutôt que des arguments rationnels. Utilisée dans le marketing, l'hypnose ou la propagande, elle agit souvent sans que la personne en soit consciente. La suggestion relève donc d'une technique de manipulation particulièrement efficace, car comme toute manipulation, elle parvient à abaisser la défense de l'individu et donc permet d'introduire des éléments à son insu. C'est précisément ce que cet homme que vous voyez à l'écran a cherché à faire. Lui, il cherche à exploiter le fait de se revendiquer musulman et le fait de s'opposer à l'Occident pour tenter de discréditer Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou encore Nkrumah. Il insinue que ces figures panafricanistes, ces figures révolutionnaires n'étaient pas véritablement des vrais révolutionnaires. Ainsi, il soutient que les dirigeants de la révolution africaine actuelle sont les seuls véritables révolutionnaires. Et ceci simplement parce qu'ils sont musulmans et c'est là son seul argument. Une telle affirmation constitue une tentative délibérée et malhonnête de désinformation. Étant donné qu'il existe malheureusement de nombreux individus manipulateurs lorsqu'il s'agit de la réalité africaine, nous tenons à adresser un avertissement à l'attention des Africains face à ce type de tentative. Nous devons garder à l'esprit que la lutte actuelle, incarnée par l'Alliance des États du Sahel, autrement appelée AES, s'inscrit dans une continuité qui suit des nombreux mouvements de révolte qui ont jalonné l'histoire du continent africain. Elle constitue une étape parmi tant d'autres à venir. Comme les révoltes qui éclatèrent à l'arrivée des premiers envahisseurs, qu'ils soient occidentaux, moyen-orientaux ou autres, comme l'enlèvement des Africains réduits en esclavage, comme la résistance menée dans les plantations ou sous d'autres formes d'asservissement matériel et mental, la lutte actuelle n'est pas née ex nihilo. Elle s'inscrit dans une logique historique propre à la trajectoire du peuple africain. L'AES est donc une suite cohérente dans ce long processus. Tout Africain, qu'il choisisse de trahir la cause ou de l'accomplir, comme soulignait Fanon, agit avec un certain degré de conscience historique, qu'elle soit explicite ou non. L'histoire façonne l'individu tout comme l'individu participe à faire l'histoire. Mais il serait erroné de croire que l'histoire est l'œuvre d'un seul homme. Accorder une importance démesurée à une figure en raison de ses caractéristiques physiques ou psychologiques est un contresens. Ces mêmes figures révolutionnaires reconnaissent elles-mêmes que leur combat ne prend sens que lorsqu'il est porté par la volonté collective du peuple. Ainsi, Thomas Sankara exprimait déjà ce sentiment de compréhension face à une population qui, selon lui, ne mesurait pas toujours les enjeux. De même, l'ancien premier ministre Choguel Maïga, le premier ministre malien, a rappelé le rôle crucial des populations dans la dynamique révolutionnaire, ce qui est tout à fait légitime. En fait, ce sont ces populations, ce sont elles, les masses, qui font la révolution. Certes, un individu peut l'influencer plus ou moins fortement, mais dès lors que l'objectif, en l'occurrence l'indépendance, est défini, aucun individu, quelle que soit son idéologie, ses croyances, ne peut aller à son encontre
sans risquer d'en être écarté. Et ceci, que ce soit de gré ou de force. On ne va pas à l'encontre du courant d'une rivière. On ne peut seulement que le rediriger. Ainsi, le combat mené aujourd'hui par Goïta, Traoré ou Tiani tire sa légitimité de son inscription dans une lignée historique bien définie, celle du panafricanisme, initié par la diaspora et les populations africaines, que ce soit d'Haïti, de la Jamaïque, des États-Unis, et prolongée par des luttes anticoloniales sur le continent. Ces dirigeants s'appuient sur l'héritage de leurs prédécesseurs. Tout individu qui chercherait à rompre cette continuité tente en réalité de désorienter l'Africain, de l'éloigner de son identité profonde, de lui faire oublier ceux qui ont donné naissance à cette révolution. Ces révolutions, bien qu'ayant émergé dans la diaspora, puisent en réalité leurs racines dans les royaumes africains libres, dont étaient ici les peuples déportés tels que le Dahomey, le Mali, le Congo et bien d'autres. La révolution haïtienne, souvent citée comme l'une des plus marquantes dans l'histoire moderne, est en fait l'expression de l'essence libre et indomptable de l'Africain. Les Haïtiens, tout comme les Jamaïcains, les Martiniquais, les Afro-Américains ou les Brésiliens, ne sont rien d'autre que des Africains ayant vécu une expérience différente sur les plantations, alors que leurs frères et sœurs sur le continent affrontaient d'autres formes d'asservissement et de domination. Or, cette révolution actuelle ne peut exister sans la mémoire de ceux qui ont combattu, sans la reconnaissance de leurs sacrifices. Il est alors essentiel de leur rendre hommage, de préserver leur mérite et de refuser toute tentative de récupération idéologique ou religieuse qui effacerait cette mémoire. À ce que je sache, ces individus n'étaient pas musulmans, et pourtant révolutionnaires. Vous savez, les ennemis de l'Afrique n'ont cessé de chercher à séparer ces histoires, à construire des discontinuités factices entre les luttes des Africains disséminés aux quatre coins du globe. Pourtant, depuis des siècles, la résistance africaine se manifeste sous différentes formes, dans des contextes variés, mais elle reste fondamentalement la même, c'est-à-dire celle d'un peuple qui refuse la soumission, la négation de soi et la disparition. Alors, l'Africain doit aujourd'hui cesser de percevoir une rupture entre les événements historiques qui se déroulent autour de lui. Il doit comprendre que rien ne se crée ex nihilo, rien ne disparaît totalement, tout se transforme. L'histoire africaine est une, bien qu'elle prenne des formes multiples. Eh bien, l'erreur de l'Africain contemporain est souvent de vouloir se distinguer, de croire qu'il fait sa propre histoire de façon isolée, de façon en marge de l'ensemble. Comme un arbre qui donne naissance à plusieurs fruits aux saveurs différentes, toutes ces expériences appartiennent à la même essence. L'Afrique est ce tronc commun d'où partent les ramifications de l'histoire humaine. En ce sens, l'Africain participe à l'histoire de l'humanité tout entière, car il en est dans une perspective élargie, la source est ce ferment originel.